On va attaquer donc la deuxième question donc, de l'ordre du jour, qui est celle de l'accessibilité du Trégor. Et je passe la parole à André Cohen, vice-président. Considérant le projet de territoire adopté le 29/06/2010, axe 3, l'aménagement de l'espace et les déplacements, point 3.2.3, les infrastructures routières, considérant le SCOT du Trégor approuvé le 30/11/2011, dont un des 4 enjeux majeurs est de conforter l'activité du territoire et dont le volet prescriptif comporte l'aménagement d'un contournement de Ploubert, d'un contournement de Plouaret et d'un contournement de Lannion par le sud, considérant la nécessité d'améliorer la desserte du territoire de LTC suivant 3 objectifs suivants: renforcer le lien existant entre le Trégor et le Nord Finistère, rééquilibrer le territoire de LTC en améliorant les liaisons nord-sud, améliorer la desserte du centre-ville de Lannion et de ses équipements, en particulier la gare et le centre hospitalier. Nous avons pour cela confié au cabinet Egis un audit sur les différents scénarios et je propose au cabinet Egis de présenter son étude. Le rappel de l'objet de l'audit, des éléments assez simples, c'était de juger la cohérence et la pertinence des éléments qui avaient été mis en avant par LTC dans ces scénarios. Conforter ces éléments en ajustant, validant des données transmises, vous verrez qu'il y a notamment une partie chiffrage. Analyser les différents scénarios au regard notamment d'une analyse multicritère, des objectifs mis en avant dans le cas du projet de territoire. Et mettre en avant un scénario préférentiel qui répondait le mieux aux objectifs poursuivis. Je vais rappeler un peu les 3 objectifs principaux. Le premier, c'était le renforcement du lien existant entre le Trégor et le Nord Finistère. Merci. Le second, c'était le rééquilibrage territorial de l'agglo en améliorant notamment les liaisons nord-sud. Et un troisième objectif qui avait été identifié, c'était une meilleure desserte du centre de Lannion et de ses différents équipements. Je pense notamment à l'hôpital. Les 3 scénarios qui avaient été envisagés. Donc le premier scénario, qu'on va appeler scénario ouest, c'est le scénario numéro 1, qui est celui d'une route côtière, qui traverse plusieurs villes côtières, notamment Saint-Michel et Plestin. Un second scénario intermédiaire, qui présentait l'avantage d'équilibrer entre notamment la partie ouest et la partie est, qui passait par notamment la RD11. Donc là, il y avait un problème de voirie, vous verrez. Et un troisième scénario, merci. Un troisième scénario qui, lui, comporte le contournement sud de Lannion, les contournements de Ploubert, Plouaret, et l'utilisation en grande partie de la voirie existante qui nous permet de raccorder à la RN12 en partie sud. La RD11, excusez-moi, oui d'ailleurs. La RD11, c'est la partie, le troisième scénario, merci. Donc les 3 scénarios en question, si on les regarde plus en détail, le premier, qui est le scénario le plus évident pour essayer de desservir notamment l'ouest en direction de Morlaix et de Brest, il présente de nombreuses difficultés, parce qu'on est sur une route côtière qui est assez contrainte, qui traverse notamment de nombreuses zones côtières et des villages et des villes qui avaient des grosses difficultés. C'est-à-dire, si on souhaite élargir la voirie, si on souhaite améliorer le tracé de la voirie, c'est assez complexe. Donc on a plusieurs zones qui présentent des traversées difficiles, des tracés sinueux. Et ça présentait donc de grosses difficultés. Il nous a été demandé d'écarter derrière en chiffrage ce scénario qui présentait trop de difficultés en termes de faisabilité. Et l'autre élément important, c'est notamment pendant la saison été, c'est qu'on se retrouvait quand même sur une route qui avait déjà beaucoup de trafic en saison été. Donc si on allait renforcer les aménagements sur cette zone-là, on pouvait créer des congestions. Le deuxième scénario, qui est un scénario qui présente également quelques difficultés. La principale, c'est qu'on est sur une voirie existante qui est assez contrainte, qui est assez étroite. On est sur une route plutôt secondaire. Donc il y a beaucoup de recalibrage de la voirie existante qui était nécessaire, c'est-à-dire qu'on a des endroits où on doit baisser le nombre de virages pour éviter des tracés trop sinueux, et même à certains endroits on était dans l'obligation de devoir faire de la chaussée neuve, c'est-à-dire qu'à certains endroits on est carrément obligé de construire des nouvelles chaussées et donc on n'était pas dans la capacité d'utiliser de la voirie existante. Donc ce scénario présentait également une difficulté majeure, c'est le raccordement à la RN12 que vous voyez en partie sud ici. Donc actuellement nous avons un échangeur qui est ici.
il aurait fallu créer un second échangeur, et ça, c'est un coût assez élevé. Enfin, le troisième scénario, qui se compose donc de la rocade sud, du contournement de Ploubert et de Plouaret, et de réutilisation en grande partie d'une voirie existante, la RD11 justement, là voilà, c'est celle-ci, à partir d'un échangeur existant. Donc voilà, donc l'intérêt majeur de ce scénario, c'est qu'on pouvait travailler à partir de l'existant et de proposer donc des aménagements plutôt limités et ciblés dans l'espace. Oui. Juste en complément, un petit oubli, les scénarios 1 et 2 s'accompagnent, comme vous voyez sur la diapo, d'un quatrième pont sur le Léguer, un quatrième pont en aval. Donc en gros, si vous voulez, les contournements 1 et 2 sont des contournements ouest, si on peut dire, de l'agglo, en contournement aval, alors que le scénario 3 est un contournement amont, donc est de l'agglo. Merci. Donc une analyse multicritère de ces scénarios, alors j'espère que c'est suffisamment lisible pour vous. Donc vous avez en colonne, vous avez les différents objectifs qui avaient été retenus. Le premier, améliorer la desserte du centre de Lannion et les équipements structurels, améliorer la desserte de l'hôpital, améliorer le lien entre le nord et le sud du territoire de Lannion-Trégor Communauté, renforcer les échanges entre le nord du Finistère et Lannion-Trégor, et après des contraintes techniques. Vous avez les trois scénarios en ligne. Donc. Le premier scénario, donc, qui est le scénario ouest, on a toujours un trafic de transit maintenu avec des automobilistes en provenance de l'est de Lannion, sauf à ajouter ce que disait juste à l'instant M. Franchini, sauf à ajouter naturellement en plus le contournement et la rocade sud. Donc là, on conserverait dans ce scénario-là un transit via la ville de Lannion. En ce qui concerne l'amélioration du lien nord et sud, on est quand même sur un axe assez excentré, on est quand même sur un scénario ouest, et donc ce scénario apporte pas vraiment de rééquilibrage territorial en ce qui concerne l'accessibilité. C'est un axe qui est peu lisible au trajet incertain, je vous l'identifiais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est sur quand même une route côtière qui est assez sensible, on passe par des zones touristiques, donc on avait des difficultés, même des problèmes de faisabilité pour pouvoir améliorer le tracé routier dans ce secteur. Et donc on est dans un environnement, comme je disais, urbain et côtier assez contraint qui pouvait générer des nuisances et quelques soucis pour les travaux. Le second scénario, donc ce scénario intermédiaire, on a toujours le trafic de transit maintenu, c'est-à-dire qu'on a le contournement par l'ouest par un quatrième pont sur le Léguer. On a toujours donc ce contournement également par l'est, on a toujours ces phénomènes-là, à la fois de traversée de l'agglomération et pour les gens qui venaient à la fois du nord et de l'est. Néanmoins, ce qu'on voit qui est intéressant, c'est qu'on a un tracé qui, dans l'espace, équilibre bien le territoire. Donc on avait quand même quelque chose qui était intéressant pour améliorer l'équilibre territorial, une meilleure desserte nord-sud. Et l'autre problème majeur, par contre, qu'on avait identifié d'un point de vue technique, donc c'est tout l'élargissement de la voirie, la création de voiries supplémentaires et surtout la création d'un nouvel échangeur sur la RN12, sachant que, comme vous l'avez vu sur la carte, vu la proximité qu'on a entre les deux échangeurs, ce serait peu pertinent en termes de dépenses d'avoir ces deux échangeurs aussi proches. Le troisième scénario, donc d'IRD11, qui est scénario Est. Donc tous les trafics de transit seraient reportés sur les rocades, c'est le principe qui était proposé. Donc c'est-à-dire qu'on a cette rocade sud plus des contournements à Ploubert et Plouaret. La rocade aussi présente un intérêt, c'est qu'on pourrait contourner, en fait, desservir l'hôpital par le sud. Donc ça, c'est un élément important pour la desserte des équipements. La RD11, bon, elle est légèrement excentrée, ça on l'a bien vu. Néanmoins, on arrive quand même à avoir une bonne connexion nord-sud, et surtout on travaille à partir de l'existant d'une route connue, identifiée, et on vient se connecter en partie sud sur l'échangeur. Donc là, pour les trafics de transit et pour pouvoir atteindre la RN12, c'est un élément important. En ce qui concerne le coût des scénarios, ce qui nous a été demandé donc par Lannion-Trégor Communauté, c'était de chiffrer et de vérifier notamment les deux scénarios numéros 2 et 3. Partant du principe que le scénario 1 était trop complexe, et donc nous a été demandé de bien vérifier dans les scénarios 2 et 3. Nous arrivons donc à un coût de l'ordre de 48,5 millions d'euros hors taxes. Je vais vous présenter les principaux postes.
Comme je vous le disais tout à l'heure, on aura de la voirie à réaliser. C'est-à-dire que là, vu qu'on est sur une voirie existante secondaire assez limitée, on aura des travaux de voirie assez importants. Donc vous avez notamment un poste à 18 millions pour l'élargissement de la section courante de la voirie. Et également des parties neuves, ce que je disais, du tracé neuf, notamment une section entre Plouzé-Lambre et Lanvellec, également une section entre la Salouane et Plounéringard. L'autre élément important qui venait également graver le chiffre, c'était l'échangeur routier donc à réaliser pour la RN12. Donc ça nous amène un coût de l'ordre de 48,5 millions d'euros hors taxe pour ce scénario. Donc je rappelle, scénario numéro 2 intermédiaire. Le troisième scénario, donc coût total estimé 39 millions d'euros, avec comme principaux postes les contournements. Donc le premier contournement, un premier tronçon entre Boutil et Quillero, contournement sud, donc de l'ordre de 13 millions d'euros, suivi d'une seconde section entre Quillero et Bel-Air à 7,4 millions d'euros. L'autre poste plus important, donc on avait les deux contournements, Ploubert et Plouaret. Ploubert de l'ordre de 5 millions d'euros et contournement de Plouaret de l'ordre de 11 millions d'euros. Donc là, on voit qu'on avait des tracés neufs, mais plus ciblés sur certaines zones et une réutilisation au maximum de routes existantes. Au vu de la comparaison de ces scénarios, le numéro 3 nous semble le plus pertinent. En ce qui concerne les objectifs, on a globalement une amélioration de l'accessibilité routière. On se connecte à un échangeur existant, donc ça c'est important d'un point de vue financier. On a des caractéristiques de route qui sont intéressantes et qui permettent de travailler sur des routes existantes et donc de pouvoir limiter les travaux et les nouvelles les artificialisations de sol, les zones où on a de la création de voiries supplémentaires. Si je peux demander à tous ceux qui ont des téléphones portables de les couper, d'abord, hein, c'est pour toute la salle, donc vous voyez que c'est de tous les côtés que ça vient, donc je m'adresse donc à tout le monde. On a également un coût, comme je vous l'ai montré juste avant, qui est donc plus faible. Hein. C'est lié notamment au fait qu'on réutilise en grande partie de la voirie existante. Et un phasage qui est possible par tronçon, selon des priorités qui restent à définir. Oui, merci. Donc un rappel rapide du contenu du SCOT, puisque ce qu'on vous présente là sort pas de notre chapeau, c'est bien inscrit dans le SCOT, donc c'était simplement pour le rappeler rapidement. Donc là, l'écran c'est pas très lisible, mais vous l'avez sous les yeux sur le papier. Donc il est bien indiqué les différents items qui viennent d'être vus. Donc c'est-à-dire donc la petite case qui est en bas à droite. Donc on a bien le SCOT prescrit à l'occasion de la révision du document d'urbanisme de Lannion les besoins spécifiques au développement des fonctions clés identifiées par le schéma. Et l'accès au centre hospitalier de Lannion, aux autres équipements publics caractéristiques de la ville, comme la gare, sera rendu plus rapide grâce au réaménagement urbain du sud de la ville, à la création d'une voie routière nouvelle qui contournera l'agglomération par le sud, telle que décrite précédemment. Et on retrouve dans le petit encart au-dessus les contournements des villes de Ploubert et de Plouaret. Donc ces éléments-là sont bien inscrits dans le SCOT, donc dans le schéma de cohérence territoriale, donc font bien partie intégrante du projet de territoire qu'on a défini, enfin que vous avez défini tous ensemble, et qui a été soutenu jusque-là. La séance est toujours suspendue, bien entendu, et je donne la parole à Madame Buanec, présidente de l'association Non à la Rocade Sud. Bonjour à tous. Nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer les méthodes de l'agglo en ce qui concerne notamment le projet de Rocade Sud. Depuis 2012, nous demandons des explications et compte rendu des études concernant ce projet. Nous n'avons reçu qu'un succès d'année d'études sans rapport final. Vous non plus, je suppose. Le dernier document est daté du 2 avril 2012 et le CD sur les levées topographiques est inexploitable pour des raisons de format. Quant aux études relatives au trafic que nous demandons à LTC depuis bientôt 3 ans, le président de l'agglo nous précise sur sa lettre qu'aucun rapport définitif n'a été produit à ce jour. Il me semble qu'avant de poser les questions sur le tracé et le choix du tracé pour ce projet de contournement, il me semble que la première des choses eût été de poser la question: est-ce que vraiment on a besoin de ces travaux ? Est-ce que vous vous êtes posé la question ?
l'argent que vous allez utiliser pour ces travaux, c'est aussi le nôtre et surtout le nôtre, ne l'oubliez pas. Laissez-la parler. Alors, comment osent-ils faire aujourd'hui voter les élus communautaires sur le choix du tracé de la rocade si vous-même n'avez eu aucune information sur les résultats de ces études? L'attitude autoritaire et méprisante du président de l'Agglo commence vraiment à échauffer les esprits de beaucoup. La preuve, vous êtes là. Les maires des communes de Ploulaire et de Ploubert l'ont dénoncé à plusieurs reprises. Ils sont maintenant suivis par d'autres maires devant l'incompréhension et la colère de leurs administrés. La présence ce soir des agriculteurs et des commerçants de Plouaret confirme le mécontentement grandissant de la population. Nous dénonçons fermement, au nom de la démocratie, les méthodes autocrates de l'Agglo et demandons au président de LTC de remettre ce vote à une date ultérieure, après étude des dossiers finalisés et débat au sein de chaque commune, afin que chaque élu communautaire puisse voter après avoir été informé et demander l'avis de ses administrés. Alors seulement, on pourra parler de démocratie à LTC. Je vous demande maintenant de respecter le déroulement normal d'un tel conseil communautaire. Je redonne la parole à André Cohen. Je viens d'entendre, sommes-nous posé la question? Alors pour comprendre ces propositions sur l'accessibilité du Trégor, posons-nous, messieurs, dames, les bonnes questions. Considérez-vous que la gare de Lannion est l'outil essentiel pour le développement de notre territoire et que ce projet permet d'offrir une situation de transport, de rechange par rapport à la problématique de la ligne Lannion-Paris-Orly qui est dans une position difficile, même si nous ferons tout pour la conserver? Ou tout simplement que la gare des Trégorois, c'est Plouaret ou même Guingamp. Alors pourquoi la rénover? Je vous rappelle que l'objectif, c'est de doubler la fréquentation et d'augmenter de 30% les trafics ferroviaires et d'offrir une alternative multimodale à nos passagers. Aujourd'hui, même si la gare offre en partie cet objectif, il faut en convenir qu'à certaines heures, que le trafic reste contraint, sachant que la gare est un terminus et que nos passagers veulent partir tous au même moment. Considérez-vous que l'hôpital du Trégor a toute sa place dans ce périmètre en cul-de-sac alors que la population s'en détourne? Et ce n'est pas moi qui le dis. Et qu'il faut réfléchir sur le rapprochement avec l'hôpital de Saint-Brieuc ou Morlaix. Pourtant, cette proximité avec notre population est un gage de survie dans bien des cas et que nous devons tout faire pour sauvegarder notre hôpital. Considérez-vous que la ville de Lannion est la ville-centre de notre territoire? Certes, pour une partie, mais sa zone de chalandise n'atteint loin s'en faut la partie ouest et sud qui préfère, par la RN12, faire ses emplettes sur Morlaix et Guingamp. Et cette situation est regrettable pour nos commerçants. Pensez-vous que beaucoup de trafic en centre-ville est un gage de réussite commerciale? Les bourgs qui ne sont plus traversés, comme Cavan ou Bégard, par l'axe Guingamp-Lannion, ont-elles trouvé leur quiétude et augmenté leur sécurité? Sont-elles prêtes à revenir en arrière? Posez-vous la question. La réponse à toutes ces questions, c'est définir l'accessibilité de notre ville-centre et de notre territoire. C'est mettre en place une stratégie à long terme. C'est définir un projet de territoire. Une stratégie à long terme, comme je l'ai entendu, ne consiste pas à savoir si entre la rue de Kermabilou à Plouzelan et la rue de Breuil, nous allons gagner 3 minutes. Une stratégie à long terme, c'est définir une stratégie prospective des exigences de notre territoire, de mettre en valeur nos potentialités, surtout soutenir coûte que coûte notre activité économique et l'emploi, de préserver les équilibres et la cohésion sociale, d'améliorer en performance l'offre des services collectifs, de mener des actions concrètes pour répondre aux besoins locaux et d'assurer la réalisation d'équipements essentiels pour nos concitoyens et tout simplement avoir une vision communautaire et non pas individuelle. Pour cela, il faudra plusieurs mandatures et beaucoup d'entre nous, on ne sera plus là. Mais ces actions seront le gage de notre réussite commune. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Avant d'ouvrir ce débat, moi je voulais aussi faire une déclaration.
En reprenant des questions qui ont été juste abordées en entrée par André, qui sont les questions des enjeux en fait de l'accessibilité, de l'attractivité de notre territoire. Et il y a donc sur ces deux questions vraiment des enjeux essentiels. Alors ces sujets de l'accessibilité et de l'attractivité font débat depuis plusieurs années et il faut en ressortir le contexte général. Et cette accessibilité se mesure sur notre territoire sous différents moyens, différents aspects. D'abord le transport aérien, ensuite le transport ferroviaire, ensuite les accès routiers, et ensuite le numérique haut débit. Et en fait, ces différents volets ne sont pas indépendants, ils sont interdépendants. Le volet aérien d'abord. Pour le transport aérien, ceux qui connaissent bien le milieu économique du Trégor savent que le maintien de la plateforme aéroportuaire de Lannion est indispensable à l'activité des entreprises du territoire. La question c'est sous quelle forme d'exploitation à terme. La délégation de services actuelle pour la ligne Lannion-Orly expire en 2017. Et cette ligne a un déficit annuel de 3 millions d'euros. Annuel, je dis bien. Et réunir les fonds publics entre l'État, la région, le département, les collectivités locales constitue une vraie difficulté, voire demain une impossibilité. La question qui se pose à nous, c'est quel sera le report de ce trafic aérien sur le ferroviaire à l'échéance de la mise en œuvre du programme Bretagne à grande vitesse, prévu lui aussi en 2017. Quel sera le report de ce transport aérien vers l'aéroport de Brest-Guipava et quelles seront les conditions pour organiser ce report, qui se fait déjà en partie aujourd'hui lorsque la destination n'est pas Orly en particulier. Et nous nous sommes posé la question donc de la mise en place d'une navette pour y aller. Quelle sera l'activité minimum pour l'aéroport de Lannion que nous devons maintenir? Nous ne voulons pas donc condamner l'aéroport de Lannion, même si au-delà des 3 millions d'euros de déficit de la ligne, il y a aussi 1 million d'euros de déficit de fonctionnement de l'aéroport lui-même. Et donc, ce que nous disons, c'est que de toute façon, Lannion doit avoir un aéroport, et s'il doit y avoir un seul aéroport dans les Côtes-d'Armor, c'est l'aéroport de Lannion. Et ces questions, eh bien, sur cet aéroport de Lannion, vous voyez que ça guide également nos choix sur les autres domaines. Sur le volet ferroviaire, je ne vais pas insister maintenant, on va y revenir tout à l'heure, puisque la question donc, de la gare va être abordée, c'est la question suivante à l'ordre du jour, je ne vais pas y revenir. André l'a aussi évoqué. Le volet numérique, je crois qu'il fait l'objet aujourd'hui d'un consensus. Nous sommes partenaires et très actifs au niveau du programme Bretagne très haut débit et du SCORAN. Le SCORAN, c'est le schéma régional d'aménagement numérique. Nous travaillons, ça c'est au niveau de la région, et donc nous travaillons également au niveau départemental dans le cadre du SDAN, le schéma départemental d'aménagement numérique. Et là-dessus, nous sommes actifs et nous contribuerons donc à ce que effectivement le haut débit, le très haut débit en FTTH soit peu à peu donc développé sur le Trégor en fonction des priorités d'abord des entreprises et ensuite des zones et peut-être quelquefois les plus mal desservies. Sur le volet routier, ce qui nous concerne plus particulièrement ce soir. On a vu qu'il y a donc plusieurs scénarios qui ont été étudiés, proposés, dont certains pas si anciens que cela. Le scénario côtier, si on parle de ces sujets, c'est bien parce que ce scénario, a priori, nous pensons qu'il n'est pas viable à long terme, et même plus viable aujourd'hui. Le scénario numéro 2, on a vu tout à l'heure, l'étude d'Egis l'a démontré,
Il est coûteux et il aurait un impact, il faut le dire aussi, sur les terres agricoles très important. Donc ce qui est proposé, moi je pense que ce qui est important, c'est de revenir à l'objet de la délibération d'aujourd'hui, c'est d'écarter ces deux scénarios. Reste donc effectivement l'option 3. Contournement sud de Lannion, accès à la RN12 via l'échangeur de Bégara. Dans des débats préalables que nous avons eus, parce que je précise quand même que ce n'est pas la première fois qu'on débat de ce sujet entre élus de l'agglo, que ce soit dans ce mandat ou dans le mandat précédent, certains d'entre nous ont demandé également à remettre dans le débat la possibilité de faire le pont aval sur le Léguerre, ainsi qu'à étudier son impact sur le scénario 3. Vous savez que le pont aval, dans les scénarios qui ont été étudiés par Régis, il fait partie prenante des scénarios 1 et 2. Pour le scénario 3, je crois que, et je vais le détailler un petit peu, il mérite aussi d'être étudié en tant que tel pour voir son impact potentiel sur les itinéraires. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que si nous retenons donc le scénario 3 comme sujet d'étude, eh bien, nous pensons que, comme d'ailleurs cela a été dit tout à l'heure, toutes les études sont loin d'avoir été menées et il y a des études complémentaires pour que les décisions soient prises en parfaite connaissance de cause. Alors, quels sont les éléments qui sont à notre disposition et quels sont ceux qui nous manquent de notre point de vue? Nous avons restitué, donc, lors du bureau communautaire du 14 octobre dernier, nous avons transmis à ceux qui l'avaient demandé la totalité donc, des études qui avaient été réalisées sur les années précédentes, sachant que la dernière année du dernier mandat a été effectivement laissée un petit peu en suspens par rapport donc, à l'avancement de ce dossier. Alors ce que nous disons, c'est que nous avons aujourd'hui des informations intéressantes à partir de ces études, mais qui sont insuffisantes pour une prise de décision. Il manque en particulier, ça va été dit depuis longtemps, des études d'impact sur l'agriculture. Alors, si on regarde les éléments donc, du dossier, sur le projet de pont aval, on peut dire que les études ont été menées très loin et qu'on a même fait un concours de maîtrise d'œuvre à l'issue duquel nous n'avons pas fait le choix du projet définitif. Mais nous sommes allés très très loin sur ce projet. À l'inverse, les améliorations de l'itinéraire de la route départementale RD 11 entre Quillereau, Ploubert et l'échangeur de Bégara vers la nationale 12, nous disposons de très peu d'éléments, y compris sur les contournements. C'est une partie donc qui, jusqu'à présent, n'a pas fait vraiment l'objet d'études. Partant de ce constat, il paraît utile d'établir une première priorité. On va rejoindre des choses qui ont été dites. D'abord, l'actualisation des études de trafic et les reports potentiels de trafic sur les tronçons nouveaux, notamment sur les possibles voies de contournement des centres-bourgs de Ploirette et de Ploubert. Nous ne savons pas aujourd'hui donc ce qui se passera si nous faisons ces contournements. Pourquoi ? Pourquoi nous avons vraiment besoin de connaître ces éléments? Eh bien, il s'agit d'analyser en fait les trafics utiles, c'est-à-dire les trafics induits par les services et les équipements situés dans les centres-bourgs et centres-villes. Et vous imaginez, c'est les préoccupations, je les ai bien entendues, qui ont été formulées par exemple à Ploirette, mais aussi à Lannion. Et d'en extraire en quelque sorte le trafic parasite pour le bourg en question, c'est-à-dire ceux qui ne font que passer pour aller ailleurs et qui sont plutôt générateurs donc de nuisances, voire d'insécurité. Et ça, il faut que nous sachions mesurer quels sont ces trafics qui concernent vraiment les centres-bourgs et quels sont ceux qui ne sont que pour passer et pour aller à Lannion, puisque effectivement, nous nous plaçons bien entendu toujours dans l'hypothèse de trafic vers Lannion. Ces études donc pourraient porter aussi sur différentes combinaisons d'itinéraires qu'il nous faudra définir. À titre d'exemple, pour illustrer l'intérêt de combiner les usages sur les nouveaux tronçons, il serait intéressant de mesurer l'impact en termes de circulation de la création, par exemple,
d'un pont sur le Léguerre, en aval de Lannion, et de la réalisation d'un tronçon de contournement sud entre Boutil et Quillereau, qui diminuerait le trafic aux abords de la gare de Lannion et l'accès au centre hospitalier, et qui permettrait aux gens situés au nord de Lannion de rejoindre Ploarette et Bégara beaucoup plus facilement, puisque cette partie de rocade permettrait de se relier directement à la RD 11. Inversement d'ailleurs, les gens qui viennent de Bégara et qui aujourd'hui, de Bégara et de Ploubert, et qui débouchent tous à côté de la gare, pourraient être détournés donc vers le plateau ici, lorsqu'ils viennent pour travailler sur ce plateau. Et ça allégerait donc évidemment considérablement le trafic dans le quartier de la gare. C'est un exemple. Donc ces études de trafic que nous devons mener doivent nous permettre en fait d'établir des priorités et de faire donc un projet d'accessibilité qui certes doit être évalué dans sa globalité, c'est ce qu'on essaie de faire, mais nous savons bien, et ça je crois que chacun ici doit bien comprendre ça, qu'il n'est pas question de le réaliser entièrement en même temps. Ce qui compte, c'est de définir quels sont les tronçons prioritaires, ne serait-ce que pour des raisons financières d'ailleurs, hein. Nous ne pourrons pas tout faire en même temps. Donc il faut dire qu'est-ce que nous avons intérêt à faire rapidement, c'est ce qui sera supportable financièrement et qui résoudra les problèmes les plus importants et qui nous permettra également de mesurer les impacts pour savoir s'il faut continuer et comment il faut continuer sur le projet global. Et ceci s'étale, je l'ai déjà dit, sur une durée au total entre 10 et 20 ans. Vous voyez que donc il s'agit d'avoir choisi un scénario ce soir, de définir les priorités de ce scénario, et c'est pour ça donc il y a des études complémentaires à faire, et puis les études sur le trafic qui nous fixent les priorités, eh bien je crois que derrière il faut les compléter par des études techniques, parce que je crois que d'abord je l'ai dit, sur les contournements on n'a pas beaucoup d'éléments techniques, il faut en avoir, et également donc des prospectives financières pour montrer l'impact sur notre territoire. Et je crois que l'impact doit se mesurer en termes d'impact économique, ça a été dit tout à l'heure par André, c'est très important. Je crois qu'aujourd'hui, l'accessibilité d'un territoire est un facteur essentiel de développement. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Et également en matière d'environnement. Et je n'utilise pas le mot environnement dans son acceptation réductrice. Pour moi, l'environnement, ce sont aussi les zones urbanisées. Parce qu'on le voit à certains endroits, eh bien, même si les tracés existaient dans les plans depuis fort longtemps, il y a eu des évolutions dans l'urbanisation de certains territoires. Il faut prendre en compte cette urbanisation. Les zones agricoles, on dit, on le répète, et je dirais aussi les zones naturelles. Et tout ceci, donc, de façon à déterminer les éventuelles mesures compensatoires qu'il faudrait mettre en œuvre par rapport aux impacts éventuels. Et je dois dire même que s'il devait y avoir des impacts rédhibitoires, il ne faudrait pas faire certains éléments. Je vais jusque-là aujourd'hui, je l'ai toujours dit. Je rajouterai encore une chose, je vais le répéter, d'accord ? La méthode sur ce qui doit être engagé, eh bien, doit tenir compte d'un principe fondamental que j'ai déjà énoncé. Rien ne peut se faire sur une commune sans l'accord du conseil municipal de cette commune. Je le répète, et nous ne ferons pas ce qu'un conseil municipal refusera. Mais le conseil municipal, il prendra aussi sa responsabilité par rapport aux enjeux majeurs du territoire qu'est le Trégor. Chacun doit bien peser sa responsabilité. Voilà, donc, alors ceci... c'est, je dirais, sur les études, les choses qui restent encore à faire avant de se déterminer. Moi, ce que je propose aussi, c'est que le débat, eh bien, il soit étendu, élargi. Je crois qu'aujourd'hui, il était difficile d'avoir un débat avec les éléments qui sont en notre possession. Il va falloir, ce que je propose en tout cas, il va falloir que nous travaillons ensemble en atelier, comme on l'a déjà fait. On a vu que ça avait bien marché sur l'élaboration du projet de territoire. Sur ce sujet, moi je propose de mettre à profit
le premier trimestre de 2015 pour que les ateliers, en faisant participer d'ailleurs également le Conseil de développement, eh bien, aillent plus loin sur les sujets que je viens de dire. Et lorsque nous aurons suffisamment d'éléments, je propose, et là-dessus je suis prêt à toute éventualité, à aller vers la population et à débattre avec la population en mettant bien en compte tous les sujets, y compris les sujets les plus généraux. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'intérêt général qui doit prévaloir et la somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général. Le Conseil communautaire est invité à valider le choix de l'itinéraire numéro 3, contournement sud de Lannion, contournement de Ploubert, contournement de Plouarette, pour l'amélioration de l'accessibilité de Lannion-Trégor Communauté, la complémentarité avec le pont aval sur le Léguerre et l'amélioration des conditions de sécurité sur l'ensemble de l'itinéraire. De prendre acte qu'il conviendra lors de l'approbation du projet de territoire de LTC au premier semestre 2015 de déterminer les priorités parmi les 5 tronçons: Bel-Air-Quillero, Quillero-Boutil, contournement de Ploubert, contournement de Pleurette, pont aval sur le Léguerre, qui constituent cet itinéraire. Et comme l'a dit donc le Président, de poursuivre les études qui vont dans ce sens par rapport au choix de cet itinéraire. Oui, Jean-Marie Bourgoin, maire de Ploulère. Donc je rebondis un peu sur les derniers éléments que vous amenez, Monsieur le Président, en rappelant ce qu'avait dit Annie Brasdoni, qui est conseillère déléguée à la démocratie locale, qui disait qu'il faut donner le temps à la population de s'approprier le projet. Elle disait aussi qu'il faut avoir le temps du débat. Et il faut noter le rôle important des maires dans cette situation. Je pense que aujourd'hui la situation fait que la précipitation dans laquelle vous nous embarquez met en difficulté ceux qui veulent effectivement travailler sur cette question de la démocratie. Alors, où je comprends moins bien, c'est quand vous remettez sur le tapis le fait que rien ne se fera sans l'accord des conseils municipaux, notamment des communes impactées. Mais alors, il faut que c'est ce qu'on avait dit au bureau des communautaires du 18, il faut aller au-delà de l'avis du conseiller communautaire qui siège ici, il faut qu'il y ait des débats dans les conseils municipaux. Et si je prends Plouarette, je pense que la situation, on a mis en difficulté la majorité de Plouarette. Non, bon, donc ça s'est très bien passé, 7 voix pour, 6 contre, 6 abstentions. Et puis, si j'en crois quelques discussions pas très loin de chez moi, le débat est compliqué aussi, quoi. Et pour ce qui nous concerne, je vais prendre mes responsabilités complètes. Parlez de votre commune. Je viens sur ma commune, mais je suis conseiller communautaire, si vous me le reprochez assez de pas l'être. Donc, ma commune a mis en place un groupe de travail. Nous avons fait une réunion de majorité où il y a des gens qui ne sont pas au fait du dossier, mais l'ensemble de la majorité dit ne pas voir un seul élément positif dans ce dossier. Et le groupe de travail a enclenché un membre de la minorité qui lui aussi est contre ce projet. Donc, si vous voulez qu'on aille tout de suite au vote du conseil municipal, vous savez où on va, quoi. Mais notre position de campagne, où je rappelle, nous avons remporté l'élection avec 64% avec cette question au cœur, c'est si vous continuez, si l'agglo continue sur ce projet, on ira à une consultation citoyenne et on le fera puisque vous insistez. Gérard Quillin, conseiller général du canton de Plouarette, conseiller communautaire. D'abord, j'entends pas parler beaucoup de départements. C'est d'abord on est sur des départementales. Donc la décision finale, ici, on n'aura qu'un avis à donner, viendra au niveau départemental. Alors cette décision, je suis un peu étonné, elle a déjà été actée, ça fait déjà plusieurs années au Conseil général sur ce tracé 3. Je me souviens, c'était le schéma départemental des routes. André doit sûrement, il n'était peut-être pas encore au Conseil général, mais ce schéma départemental des routes dit que la route qui doit aller de Lannion à Brest passe par Bégara. Donc c'était acté depuis plusieurs années. J'ai été aussi
Maintenant, j'ai été interpellé à juste titre d'ailleurs par Christian Fustek, l'ancien maire de Plouarette, qui est là, je crois que Christian peut répondre, dit quand est-ce qu'on va voir la déviation de Plouarette. Donc ça a été acté, ça fait longtemps. C'est pas financé, il n'y a pas un centime de financement là-dessus. Donc dans ce schéma départemental-là, la déviation de Plouarette qui me concernait en tant que canton de Plouarette était prévue en étude en 2020, mais sans aucun financement. Je dis bien sans aucun financement. Alors depuis, il y a des choses qui se sont passées, bien sûr. Il y a des élections qui ont eu lieu dans toutes nos communes. Et les élections sont passées à Ploubert et à Polaire sur cette question principale, comme vient de venir Jean-Marie. Moi, je ne vois pas comment, et d'ailleurs Joël, tu viens de le dire, comment le département ou l'agglo qui va financer une partie peut faire des travaux en étant en opposition avec des élus. C'est quand même des élus qui doivent décider en dernier ressort. En ce qui concerne Plouarette aujourd'hui, je crois que la situation est très compliquée pour Annie. Je pense qu'il faut en rediscuter sur la commune de Plouarette. Moi, je suis à disposition pour rediscuter. Et si les élus de Plouarette décident que la déviation de Plouarette ne doit pas se faire, elle ne se fera pas. Je ne vois pas pourquoi le Conseil général irait dépenser de l'argent contre la vie des gens. Je crois que c'est pas l'objectif du tout du Conseil général. Alors après, je me souviens ici aussi, pour avoir interpellé le vice-président de l'époque, moi je suis devenu conseiller général en 2001. En 2001, il y avait le problème de Tonquédec pour l'accès à Lannion. Il y avait ce fameux rond-point et cette fameuse branche qui ne se faisait pas, et qui ne se faisait pas parce qu'il y a une association sur Bulien. Je me souviens très très bien d'avoir interpellé Félix Leizour. Il faut y aller, j'ai dit Félix, il faut y aller. Et malheureusement, nous avons 2 morts sur la conscience. Une fille qui est décédée d'un accident de scout et son copain qui est décédé ensuite. Et moi, je me rappellerai toute ma vie de tout ça parce qu'à un moment, les élus, il faut aussi qu'on décide. Mais on ne peut pas décider contre les élus dans nos communes si on est encore en démocratie. Et je pense qu'il faudra, puisque la décision finale reviendra encore au Conseil général, que le Conseil général redélibère une nouvelle fois, il faut retourner dans nos communes respectives avec toutes les études qu'il y a ou qu'il y a en cours. Voilà ce que je voulais dire ce soir, mais on ne peut pas faire des choses contre les élus, sinon nous ne sommes plus en démocratie. J'ai une grand-mère de Ploubert, donc je voudrais quand même dire que lors des élections du 23 mars, dans notre programme, il était bien inscrit la rocade et que nous serions contre. Donc voilà, c'est ce qu'il en est, c'est clair. Alors j'aimerais aussi, je le dis souvent, ce sera un report de circulation sur la commune de Ploubert. Alors, au-delà même du contournement, il y a des maisons de part et d'autre de la déviation, de la D11. Donc, je ne sais pas comment on pourra permettre la sécurité de cette route-là. Alors, c'est pareil. Moi, je ne veux pas non plus avoir un mort sur la conscience. Et ça, je défie quelconque de ne pas pouvoir comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, on est à 6000 véhicules jour à peu près, au-delà, même si le contournement se faisait. Si j'en prends les chiffres, on sera à 11 000. Il n'y a pas si longtemps, j'ai été appelée déjà pour un mort. Alors je ne veux pas encore en avoir un autre sur la conscience. Alors j'espère que quelqu'un peut au moins m'écouter pour une fois. Merci. Je voulais revenir sur votre intervention et sur le projet de délibération qui nous est demandé de valider ce soir. Alors, je vous ai bien entendu sur le choix du scénario, mais moi ce n'est pas ce que je lis dans la délibération, puisque je vois qu'à la fois nous devons choisir un scénario plus qu'un autre, mais aussi de valider 3 contournements, celui de Lannion, celui de Ploubert, celui de Plouarette. Et le pont aval, qui... alors c'est ce que je lis, hein, c'est en français, validé, donc peut-être qu'au final on changera la délibération, je vois que vous hochez la tête, mais aujourd'hui ce que j'ai devant les yeux, c'est pas ça. Et qu'en fait la priorisation dont vous parliez, elle est indiquée comme au S1, mais la délibération valide bien les 5 tronçons. Donc là-dessus, moi j'ai un souci, étant donné que ce n'est pas juste le choix de l'itinéraire. Enfin, même pas enfin, deuxièmement, pardon. Ce qu'on nous demande de valider ce soir, il oublie un paramètre important, c'est l'avis de la population. Parce que si on parle, là aujourd'hui, on n'a parlé que de communes, que d'élections municipales, mais encore une fois, relisez l'intitulé de la préfecture, c'était des élections municipales
et communautaire. C'est-à-dire que les communes avaient tout intérêt, on avait le droit, mais avaient tout intérêt à faire campagne sur les sujets qui concernent l'agglomération. Et donc, Jean-Marie a tout à fait le droit de parler de Plouaret, de Plougras, de je ne sais quelle ville, puisque nous sommes ici tous des élus communautaires. De rien, Jean-Marie. Les arguments qui concernent le véritable gain de la rocade, alors, un temps, il fut le temps, qui aujourd'hui, on le sait, est négligeable, et puis ça dépend d'où on part. Enfin, on a eu longtemps ce débat, et on sait que la rocade nous permettra pas de gagner un temps important qui justifie en soi la construction de cette rocade. En revanche, on sait que les coûts seront là. On sait aussi que l'austérité, elle est réelle, que les dotations de l'État sont réelles, et que l'investissement dans les communes vont être vraiment très difficiles dans les années à venir. Et que donc, on va compter sur l'agglo pour le budget d'investissement. Et si ce budget d'investissement est imputé par ces constructions-là, eh bien ça va poser problème. Quant à la question de la sécurité qui est revenue, et qui franchement paraît assez peu sérieux, enfin, est-ce qu'il y a vraiment un tel taux d'accident? Et puis surtout, enfin, faire peur pour justifier une rocade, c'est pas possible. Il pourrait aussi y avoir des drames sur une départementale. C'est pas le fait qu'il y ait une départementale qui fait qu'il n'y aura plus de drames. Et encore une fois, mesurons les accidents qu'il y a là si on veut utiliser cet argument. Mais je crois que jouer là-dessus, ce n'est vraiment pas un argument qui soit tenable. Je ne parlerai pas de la gare tout de suite parce qu'on aura le loisir d'en parler un peu plus tard. En tout cas, si le désenclavement, c'est juste de permettre de rouler sur une belle route, sans gagner véritablement de temps, alors excusez-moi, mais je trouve que le terme il est un peu galvaudé, parce que l'argument du désenclavement, je trouve qu'il ne tient pas la route, et le problème c'est qu'on ne peut pas discuter de ça. Quand vous avez dit tout à l'heure qu'en plénière on avait bien travaillé en commission, alors soit j'ai l'impression qu'on a pu discuter assez honnêtement. En revanche, on a pu discuter autour de 3 scénarios, mais on n'a pas pu discuter mais en fait, est-ce que il est possible d'envisager aucun scénario? Est-ce qu'il est possible d'envisager un 4e scénario qui n'a rien à voir avec un contournement? Donc, mettons toutes les cartes sur la table si on veut que vraiment le débat soit ouvert. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les élections étaient communautaires et le contournement sud de Lannion impacte 3 communes en particulier. Je ne parle pas du contournement de Ploubert, du contournement de Ploiret, je parle pour l'instant juste par exemple du contournement sud de Lannion. Clairement, la campagne communautaire qui a eu lieu pour les élections communautaires à Ploubert et à Ploubert ont donné les résultats qu'on savait. Et à Lannion, si la liste qui a gagné n'avait pas de position, n'a pas fait campagne sur le sujet, on peut dire que la majorité des électeurs se sont portés sur 2, même 3 listes qui étaient fortement contre la rocade. Et globalement, sur les 3 communes traversées par cette rocade, on a quand même un avis de la population qui est large et qui dit ce qu'on doit entendre. La question de ce soir, elle nous concerne tous. En fait, il n'y a pas un élu d'une municipalité, on est tous ici élus communautaires. Et donc, est-ce qu'on va vraiment entendre les citoyens qui se sont exprimés? Ils se sont clairement exprimés, c'était un vote au suffrage universel, et ces citoyens qui sont directement impactés par la rocade, il serait intéressant de vraiment les écouter, on ne peut pas les ignorer. Elles doivent nous concerner tous, et pas seulement les quelques élus de ce banc et un peu plus derrière. Donc la question c'est, est-ce qu'on passera vraiment outre? Et est-ce que finalement cette rocade, on l'a fait uniquement pour que ce soit plus confortable? Parce qu'en effet, si la route est neuve, ça sera plus confortable. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'imputer les investissements futurs de l'agglo, qui imputeront par effet de boule de neige les investissements des communes qui devront compter sur une agglo forte pour le futur? Françoise Demaine, conseillère communautaire et conseillère municipale de Lannion. Bon, il va sans dire que je souscris aux propos tenus par Cédric, et je soulignerai en plus, par rapport à la teneur de ses propos, que j'ai un peu de mal à comprendre ce qu'on va voter tout à l'heure. Depuis le début de la séance, il y a une sémantique qui tente à noyer le poisson, excusez-moi, ou alors à avoir un ton un peu de tribun quand même dans une tribune quand on présente la proposition de vote. Donc quand je dis sémantique un peu compliquée, Monsieur le Président, vous nous dites ne jamais parler de rocade
quand on a pu le faire antérieurement, mais simplement de contournement. Et il y a 2 minutes, vous venez de parler de rocade. Vous nous dites que l'aéroport va fermer, et 2 minutes après, vous nous dites que l'aéroport sera maintenu. Donc on est dans on a là un dialogue où on n'a pas les clés de compréhension. Vous aviez un document écrit que vous nous avez lu tout à l'heure pour argumenter votre position. L'oralité ne nous permet pas de comprendre l'ensemble des enjeux que vous semblez tenter de nous présenter. Cela dit, c'était juste le préambule à mon intervention qui, par ailleurs, n'était pas de cet ordre-là. J'ai une question très simple. Si jamais on devait voter ce scénario 3, vous nous dites dans les arguments de ce scénario que le scénario 3 est le moins cher, ce qui, somme toute, est plutôt louable. Il est même moins cher de près de 10 millions. En même temps, dans le projet de délibération, vous nous dites de valider le choix de l'itinéraire 3, d'autant que la complémentarité avec le pont aval sur le Léguerre et l'amélioration des conditions de sécurité. Donc vous incluez le pont aval dans votre projet de délibération. Mais vous n'incluez pas le pont aval dans le budget des coûts présentés dans les scénarios. Donc moi je veux bien qu'il soit moins cher, puisque pour le scénario 2, vous imputez 6,5 millions au trajet, ce qui nous fera du coup, voilà, dans les 48,5 millions, vous avez 6,5 millions. Et dans le scénario 3, vous nous dites qu'il est moins cher de près de 10 millions, et certes, vous nous l'affichez à 39 millions, mais vous n'imputez pas le coût du pont pour les 6,5 millions. Moi, je vous dis que dans ce cas, la question du coût est une fausse question, puisque nous sommes à 48,5 millions pour le scénario 2, et dans ce cas, à 45,5 millions pour le scénario 3. On ne va pas me dire qu'une telle différence prétendrait à voter de tels enjeux pour le territoire. D'autant que le budget ne sera pas respecté dans cette proportion-là. Christophe Repars, maire de Saint-Michel-en-Grève. Donc nouvellement élu, avec, c'est vrai, pas toutes les voix, j'étais peut-être le dernier, mais le conseil m'a suivi et voilà, j'ai eu l'unanimité. Moi, je tenais à prendre part parce que je fais partie d'une commune et je fais partie surtout d'un territoire. Et le territoire, je pense qu'aussi, il ne faut pas amputer le tourisme. Le tourisme est une valeur sûre pour notre région. Donc, moi, il me semble que c'est vrai que mon équipe, Madame Braslini disait qu'il n'y avait que Perrette qui avait pris position, mais moi, mon équipe, on a pris position. C'est vrai que on a eu la majorité. Certains se sont abstenus, d'autres ont voté contre, et je respecte, mais la majorité était pour. Voilà, je tenais à préciser. Moi, après, je vais aussi suivre tout le monde, tous les représentants communautaires, et je respecterai la décision du bureau communautaire. Merci. Madame Marek, conseillère municipale également à Lannion. Moi, je me pose une simple question. Vous nous dites qu'il faut qu'on vote le scénario 3. Et quand je reprends vos propos, vous laissez entendre que même sur ce scénario 3, vous ne connaissez pas les impacts du contournement de différents bourgs. Comment voulez-vous qu'en élu responsable, on vote sur un scénario dont toutes les études, dont tous les impacts ne nous sont pas donnés, donc on ne sait pas vraiment où on va aller au niveau budgétaire. D'autre part, effectivement, Madame Le Maine parlait du coût d'un pont sur lequel on est amené à voter, puisque c'est tout à fait l'intitulé de la délibération. Il me semble qu'en 2009, Monsieur le Président, vous aviez déjà fait une étude sur ce pont qui se montait, voire entre 10 et 15 millions d'euros. Donc vous voyez qu'on dépasserait même le scénario le moins cher. Juste sur les chiffres, une petite remarque. Faites attention à tous les chiffres qui sont dits par les uns et par les autres. Nous pouvons vous montrer les devis du pont et ils correspondent bien aux chiffres qui ont été annoncés là. Moi, je ne suis pas responsable de ce que les uns et les autres peuvent déclarer en termes de chiffres. D'accord ? Monsieur le Président, excusez-moi, mais précisément. Excusez-moi, mais les chiffres que je donne, ce sont des chiffres dont j'ai eu connaissance par des documents que vous avez remis à certains conseillers communautaires lors de l'ancienne mandature. En général, lorsque j'avance un chiffre, je sais de quoi je parle. Enfin, le dernier chiffre, c'est celui que nous avons donné, 6,5 millions. Hervé Guélou, maire de Plufur. Oui.
Je crois que ce qui nous intéresse ici, c'est de rendre attractif notre territoire. Cela passe évidemment, chacun l'a compris, par les accessibilités. Alors, non seulement pour les flux que l'on sait aujourd'hui, qu'on pourrait capter, mais aussi que ceux que l'on souhaite capter pour l'avenir. Ça veut dire que si on rend attractif nos territoires, c'est bien pour le développer. C'est bien pour faire en sorte que demain, il y ait d'autres personnes qui circulent sur nos routes. Donc, il faut nécessairement construire aujourd'hui ce qu'il faudra pour demain. L'objectif, je crois, en tout cas de ce que j'ai compris dans ces délibérations, c'est in fine de pouvoir faire le tour de Lannion sans d'où que l'on vienne et où que l'on aille. C'est quand même un peu ça le sujet, je crois. Et je pense que c'est une réalité et je crois qu'il suffit de regarder autour de nous pour voir que toutes les villes moyennes qui ont fait ce choix de rendre accessible et de faire en sorte que leur cœur de ville, leur centre-bourg puisse vivre avec la population et la destination qui est faite pour ce centre-ville ou ce centre-bourg ne soit pas polluée par des gens qui sont là en transit. Alors, on voit bien que notre difficulté dans le sud est bien réelle par rapport à tout ce trafic qui est sur la route côtière, que l'on souhaite surtout garder aussi pour une route touristique. Et il me semble nécessaire d'ailleurs que les aménagements touristiques qui seront à faire tiennent compte de cette réalité. Alors je voudrais dire aussi que, à force de considérer qu'il ne faut toucher à rien, on a un gros risque de voir un déséquilibre s'accentuer. Je crois qu'il s'accentue déjà par les opportunités que l'on a pu saisir, et on peut s'en féliciter quelque part. Le fait, par exemple, de reprendre un certain nombre de bâtiments d'Alcatel à un prix tout à fait raisonnable, fait que finalement, on a quand même le parc des expositions qui était prévu à Ploulaire qui va passer de l'autre côté. Alors, on peut tous le comprendre, et surtout par cette période de disette financière, ça a été suffisamment évoqué. Mais je crois que cela, plus le sujet qu'on va peut-être traiter tout à l'heure, tout ça contribue à faire en sorte que finalement, notre territoire sud-ouest continue de s'appauvrir. Et je crois que ça, c'est une réelle difficulté qu'il faudrait aussi que tous collectivement, c'est-à-dire tous les conseillers communautaires, d'où qu'ils viennent et de quelques communes qu'ils viennent, essayent aussi d'appréhender. Et je crois que notre combat, qui est au quotidien de faire vivre les communes du Sud, puisse aussi trouver son écho au sein de cette Assemblée. Alors je comprends les difficultés des uns et des autres. Je comprends aussi, et je suis paysan moi-même, je comprends que quand on réalise quelque chose, il y a des emprises foncières. Ces emprises-là, il faut les mesurer. Je crois que c'est aussi l'idée de l'étude qui doit être réalisée. Je pense qu'elle est importante, elle est essentielle d'ailleurs. Donc à partir du moment où on aura calibré ce qu'il faudra, ce qui sera nécessaire de saisir comme foncier, il faudra faire en sorte qu'il y ait des compensations. Il faudra imaginer que les agriculteurs qui seront durement impactés puissent avoir des solutions. Et je crois que ça a été dit, rien ne se fera la veille pour le lendemain si toutefois ça se faisait. Donc je pense qu'il faudra mettre à profit le temps qui nous sépare de cette période pour faire en sorte que lorsqu'il y a des possibilités foncières, qu'on puisse aussi peut-être faire des réserves. Je pense que c'est essentiel pour ceux qui seraient impactés. En tous les cas, je pense que si on veut insuffler une économie sur l'ensemble du territoire, il faut aussi réfléchir à son équilibre en permanence. Et je remarque qu'effectivement, le danger, c'est qu'on assiste à un déménagement, qu'on voit certaines entreprises ou certains services publics quitter la zone, ce qui justifiera demain de construire des logements un peu plus loin, ce qui justifiera aussi d'autres équipements de proximité. Donc je pense que pour la population globale, ce sera pour les zones concernées une difficulté majeure qu'il faut qu'on appréhende ici. Donc je crois que ça aussi, on doit en parler sereinement entre nous. Je pense que ce qui est indiqué, ce qui a été souhaité et évoqué d'ailleurs tout à l'heure par Madame la Présidente, c'est qu'il y ait des études un peu plus affinées. Je crois que c'est l'objet. Donc quand on évoque les différents scénarios avec les amendements possibles, je pense que c'est pour effectivement bien les étudier et qu'à partir du moment où on aura les réponses à cela, on sera encore mieux placé pour définir ce qui doit être fait. J'insiste sur cet aspect-là des choses parce que je pense que les conseils municipaux auront effectivement une grande responsabilité dans cette affaire-là. Je vais vous faire une petite déclaration au nom de la majorité municipale de Lannion, puisque comme il a été dit, le conseil municipal n'a pas pu se réunir
sur ce sujet-là pour l'instant. Et bien évidemment, lorsqu'il s'agira de voter plus précisément sur ces sujets-là, le conseil municipal sera forcément convoqué. Au vu des éléments apportés dans ce dossier, la majorité municipale de Lannion considère que certains arguments sont entendables pour améliorer l'accessibilité du territoire, mais ne souscrit pas, par contre, à l'ensemble des projets présentés. Donc, s'il nous semble inopportun d'engager des dépenses importantes sur les scénarios 1 et 2 qui ont été présentés, et que par conséquent, la solution 3 semble être celle sur laquelle des études peuvent être poursuivies, pour autant, nous émettons des réserves sur la totalité des tronçons ou projets tels qu'ils apparaissent dans le dossier. Alors, tronçon par tronçon. Tout d'abord, s'agissant des liaisons ouest de l'agglomération vers le nord du territoire, donc notamment Pégase, le conseil municipal de Lannion avait délibéré favorablement en 2009 sur le 4e pont sur le Léguer. Donc ce projet reste, à notre sens, d'actualité. Concernant les liaisons nord-sud, c'est-à-dire Ploubert vers Pégase, le tronçon Ploubert-Boutil peut avoir un intérêt, je dis bien peut avoir un intérêt, en déviant une partie du flux de véhicules du quartier gare. Mais ceci implique de trouver une solution satisfaisante au regard de plusieurs critères, comme la consommation d'espaces agricoles, la topographie du terrain, le respect des espaces naturels, la préservation obligatoire des périmètres de protection des captages de querelles et lestreuses, et bien évidemment le coût de la réalisation, pour lequel il faudrait rechercher dans ce cadre-là un coût minimal. Concernant le tronçon Ploubert-Bel-Air, il n'a à notre sens pas d'utilité au regard des objectifs affichés. Liaison nationale 12, Lannion vers la nationale 12 ou bien liaison nord-ouest. Surtout compte tenu des contraintes environnementales, topographiques, paysagères et du coût de cette réalisation. Nous considérons que ce tronçon n'a pas d'actualité pour l'instant. L'opportunité de ce tronçon pourra éventuellement être réexaminée plus tard au regard d'éléments nouveaux. Concernant les accès à l'hôpital ou à la gare, la majorité municipale, encore une fois, elle ne considère pas que l'accès à l'hôpital est problématique, ni à la gare, en ce sens que ça nécessiterait forcément ce tronçon Ploubert-Bel-Air. Donc, concernant par contre les contournements de Ploubert et de Plouaret, il nous apparaît important de tenir compte, bien évidemment, dans la décision de l'avis des communes impactées. Plus généralement, sur l'ensemble du projet, il nous semble cependant indispensable d'associer la population à la construction des scénarios et projets. Celles des communes qui sont impactées par les futurs travaux, mais aussi l'ensemble des citoyens du territoire de LTC. Donc cette consultation doit intégrer bien évidemment toutes les formes possibles. Et je vous ramène à la dernière conférence environnementale de la semaine dernière, où le président de la République, effectivement, mettait en avant la nécessité de cette consultation pour éviter des blocages ou des enlisements. Enfin, il reste que les coûts d'infrastructures de ce type sont très importants et il ne faut pas que cela vienne grever de façon importante les budgets communautaires. Notre territoire doit bien sûr être accessible et l'aéroport est dans ce sens à défendre. Mais l'attractivité d'un territoire ne se résume pas à son accessibilité. La qualité des services, des équipements est tout aussi importante et par conséquent, il importe que les autres projets communautaires et communaux puissent trouver leur financement à côté de celui des infrastructures. En conclusion, nous serions favorables donc, au 4e pont, à condition bien évidemment de réactualiser les données, puis les études d'impact qui datent d'un certain temps, et à la poursuite des études sur le tronçon Boutil-Ploubert, avec les conditions exprimées précédemment, et en association bien évidemment la population. Et en 3e point, donc à l'examen des contournements de Ploubert et Plouaret, si les communes concernées, bien évidemment, ils sont favorables et ils voient un intérêt. Oui, moi je n'interviens pas ici au nom de ma commune, dans la mesure où ce projet n'a pas encore été débattu dans ma commune. Donc j'interviens au nom de ma sensibilité politique, c'est-à-dire au nom des élus communistes et républicains. Donc je vais lire la lecture d'une note. Un projet si important que le désenclavement du Trégor, que pour notre part nous soutenons, est un projet que nous souhaitons réaliser au bénéfice de la population de notre territoire. 3 bases de travail nous sont proposées ce soir. Notre choix ira vers la base de travail numéro 3. Il y a quelques mois, nous exprimions dans cette même enceinte pour dire que nos convictions, aussi louables soient-elles, n'étaient pas ressenties par nos concitoyens comme une évidence incontournable. Nous constatons chaque jour que l'absence de débat suffisant avec la population, ajoutée à d'autres facteurs plus généraux, sème le doute chez nos concitoyens,
voire leur hostilité au niveau local, certes, mais aussi au niveau national. Le président de la République vient d'annoncer une loi obligeant au débat participatif sur des sujets locaux qui ne feraient pas consensus. Pour nous, élus communistes et républicains, cette idée n'est pas nouvelle, puisque nous l'avons déjà proposée il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais nous appuyons sur ce qui est une nouveauté affirmée au plus haut niveau de l'État. Nous proposons, pour notre territoire, de modifier en profondeur nos façons de faire, en anticipant dès à présent ce qui deviendra peut-être une loi. Nous proposons donc sur cette question un débat ouvert à nos concitoyens. Il va de soi que le débat qui s'instaurerait n'aurait pour objectif que de défendre l'intérêt général. C'est seulement à l'issue de ce débat que la population serait consultée sous des formes qui peuvent encore être discutées. Nous l'avons déjà affirmé, notre préférence pour la forme référendaire où chacune et chacun pourrait se déterminer. C'est à l'issue de ce processus que les élus de Lannion Trégor Communauté pourraient prendre des décisions définitives en assumant l'entière responsabilité et les conséquences de leur choix, appuyés cette fois sur une volonté populaire clairement exprimée. Bon, François Vangen, je suis adjoint à la commune de Ploubert. Donc moi du coup je ne vais pas parler pour la commune parce qu'on est conseiller communautaire en tant que conseiller communautaire et puis peut-être aussi en tant que jeune élu. Parce que comme vous disiez tout à l'heure, la plupart des tracés où le projet ne sera pas réalisé sur ce mandat-là, où il y aura pas mal de choses qui seront faites dans le futur. Et vous remarquez aussi justement qu'on sera beaucoup à pu être là. En tant que jeune... Pas si vous parlez de vous ou bien des autres. Peut-être les deux. En tant que jeune, j'ai aussi peut-être d'autres visions, quoi. Moi, je pense que jusque-là, quand on a tapé dans les terres de façon minière, on va dire. Et là, bon, on entend parler de zones de compensation agricole, de réserves foncières, c'est assez intéressant. Là, on parle uniquement d'intérêt privé, vu que ça va être pour rendre aux agriculteurs lésés une partie de leurs terres, tout en rachetant des fermes et du coup, en diminuant la surface agricole et en ne permettant plus aux jeunes de s'installer en reprenant des fermes ou des choses comme ça. Donc je pense que sur ces projets-là, la consommation foncière ne devrait plus être un espèce de jeu de compensation. C'est quelque chose qui est déterminant et qui devrait avoir un rôle beaucoup plus important dans le processus de décision que ce qui est fait maintenant. Un jeu de... Voilà, on déplace des terres, on fait des échanges, on rachète des fermes qui sont à vendre au lieu de les transmettre. Et ça, voilà, on va forcément arriver dans une impasse en continuant à jouer à ce jeu-là, quoi. Donc voilà, moi, c'est une inquiétude plus globale dont je tenais à vous faire part. Alors, Monsieur le Président, cher Joël, Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, chers Plouaretais, puisqu'ils sont nombreux à être là. Alors, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans cette enceinte, à Plouarette et ailleurs, je suis particulièrement attachée au Trégor, à son développement et à son rayonnement, parce que je considère que c'est un territoire exceptionnel où il fait bon vivre, où il fait bon élever ses enfants. Je mesure pleinement nos forces et nos faiblesses, parce que je travaille loin, vous le savez. Et dans la compétition des territoires, on n'est vraiment pas sûr de gagner. Compte tenu des caractéristiques de l'économie locale, depuis plus d'un demi-siècle, et moi j'habitais à Ploulère, et je voyais la tour du CNET tous les jours de la maison familiale, eh bien, il nous faut être connectés au monde par toutes les voies et moyens, dont l'accessibilité vers Brest, imparfaite à ce jour. Dans ce contexte, 3 schémas de désenclavement du territoire ont été établis et chiffrés par voie de ratio. Le schéma numéro 3 s'est avéré le moins coûteux, conduisant à une connexion RN12 au niveau de Bégarra. Ce schéma prévoit le contournement de Plouarette, et ma foi, la question du contournement de Plouarette n'était pas à l'ordre du jour de la dernière campagne électorale. Bon, dès lors, et je vous l'ai dit d'emblée,
avant de pouvoir prendre part au vote d'aujourd'hui conduisant à approfondir les études sur le scénario 3, il m'est apparu nécessaire de consulter la population de Plouarète d'une part et mon conseil municipal d'autre part. Cela m'a semblé indispensable et normal, car pour être conseillère communautaire de plein exercice vraiment, je n'en suis pas moins maire. La démocratie participative est la marque de fabrique de mon équipe municipale. Cela comporte une prise de risque et ne va pas de soi pour beaucoup de gens, vraiment pas. Je sais que plusieurs d'entre vous me regardent faire avec curiosité et même parfois avec scepticisme. Et pourtant, j'ai l'intime conviction que si nous voulons sauver la démocratie, mais vraiment la sauver, c'est à l'échelle de nos communes qu'il faut repartir. Sur ce dossier, les tentatives de déstabilisation et de récupération sont nombreuses. Et elles sont à l'œuvre à Plouarète aussi. Du chantage, des intrusions extérieures, dans les réunions, du phoning chez les personnes, chez les habitants de Plouarète pour les intimider, etc. Et puis à cet égard, chère Brigitte Courant, j'en profite pour te dire que mes coordonnées n'ont pas changé, que celles de la mairie de Plouarète non plus, et qu'il n'est donc pas nécessairement utile de passer par mon opposition pour tenter de te faire inviter à mon conseil municipal. Dans tout cela, jamais influencé qui. On n'interrompt pas, on n'interrompt pas. Dans tout cela, évidemment, vous voyez bien que ça ne va pas sans mal, et que ce n'est pas facile, et que j'ai les mains un peu abîmées. Notamment parce qu'il faut avancer vite, alors même que la démocratie participative, elle nécessite du temps, elle nécessite de la pédagogie, elle nécessite du dialogue et encore du dialogue, pour trouver des voies de consensus qui prennent en compte les contraintes des différentes parties prenantes pour construire des projets partagés et acceptés. L'accélération du dossier sous l'effet de la fragilisation de l'aéroport n'est pas nécessairement comprise par la population qui considère qu'il y a là une sorte de tentative de passage en force. Et j'ai moi-même découvert la question du contournement de Plouarète, qui était une vieille lune, par l'intermédiaire de Gérard Quilin, conseiller général, qui m'en a parlé cette année en m'assurant qu'on saurait trouver les voies et moyens d'un financement du contournement de Plouarète. Et je me suis demandé de quoi il me parlait. Alors, la population qui, à son tour, aujourd'hui, découvre le sujet, on est en novembre, est un peu abasourdie. On était en novembre quand la population l'a découverte. Ayant un peu le sentiment d'être mise devant le fait accompli, et d'un certain point de vue, je la comprends. Même si je sais, et si je suis quant à moi convaincue que ça n'est pas vrai, que nous avons collectivement l'ardente obligation d'œuvrer pour l'avenir du Trégor. J'ai mesuré à travers tous les échanges que j'ai eus ces derniers jours à quel point nous avons sans doute besoin de partager et de communiquer davantage avec la population pour qu'elle comprenne le projet de territoire, pour qu'elle le fasse sien. Ce qui montre, cher Président, que finalement vous avez eu raison de nommer à vos côtés une conseillère déléguée à la communication et à la démocratie. Nous avons du boulot. Des consultations de la population de Plouarète, il ressort un grand désarroi, dont le vote du Conseil est d'ailleurs l'expression, puisque la feuille de route que je vous expose aujourd'hui est issue d'un scrutin autorisant par 7 voix pour, 6 abstentions et 6 contre, à voter en faveur d'études permettant de confirmer ou d'infirmer l'intérêt de contourner Plouarète sur la base du scénario 3. À ce jour, à l'échelle de la commune, le seul argument partagé en faveur d'un contournement est celui de la sécurité. Et au fond, les Plouaretais, ils espèrent que le projet en cours d'aménagement du centre-bourg, il contribuera à améliorer la situation de ce point de vue-là. Plouarète constitue un pôle de service au sud de l'agglomération qui ne demande qu'à se développer, qui revendique de se développer. Et les commerçants, ils se montrent très inquiets à l'idée du contournement du bourg, craignant que tous les efforts faits par ailleurs soient mis à mal. Dans les cartes établies par le bureau Egis pour conduire les réflexions au sein de l'agglomération, semble figurer
un tracé du contournement de bourg de Ploirette qui date d'une quarantaine d'années, inscrit au poste depuis 1989. Il n'est vraiment pas certain que ce tracé soit toujours pertinent, car il est très consommateur de terres agricoles, très proche des quartiers de Bernantec et de l'Armorique qui se sont beaucoup développés ces dernières années. Et il est aussi très proche d'autres habitations, certes isolées, mais qui ont été restaurées, achetées récemment dans des différents petits hameaux comme Port-Saint-Bruno, Croix-Arvenec, etc. Au final, vous l'aurez compris, les Plouaretais acceptent avec prudence que des études complémentaires soient faites permettant d'explorer toutes les possibilités d'améliorer la desserte du Trégor vers Brest via Bégarra, dès lors que nous saurons garantir l'attractivité du bourg et des commerces, que nous rechercherons jusque-là des solutions qui n'ont pas été explorées jusque-là, portant notamment sur l'utilisation optimale des voies existantes, seule façon de préserver au maximum l'espace agricole, que nous serons attentifs à l'environnement et à la quiétude des riverains. Ils entendent être partie prenante, parce que ça y est, ils commencent à prendre goût à la démocratie participative. Ils entendent être partie prenante au débat à travers une commission extra-municipale qui travaillera sur ce dossier en lien avec LTC. Et Monsieur le Président, il me demande de vous inviter d'ores et déjà à venir les rencontrer au fur et à mesure que des études de principe seront engagées et que des étapes de validation s'avéreront nécessaires. Très clairement, nous entendons que Ploirette soit la porte sud du Trégor, une porte ouverte à un dialogue constructif, une commune véritablement accueillante. Lannion-Trégor communauté, c'est pas extérieur, ça ne nous est pas extérieur, c'est ce que nous en faisons ensemble. Et je dois vous dire à cet égard la satisfaction des Plouaretais pour le travail fait autour de la gare, même si nous l'avons inauguré dans des conditions un peu scabreuses, je suis désolée. C'est donc dans cet esprit de coopération commune-agglo que je suis autorisée à voter pour des études sur le scénario 3, sans validation du tracé à ce jour. Et je ne serai en capacité de voter que dès lors qu'un amendement à la délibération telle qu'elle est proposée nous dirait que notre vote d'aujourd'hui n'est clairement pas un vote sur les tracés, mais un vote permettant d'ouvrir des études d'opportunité pour avoir des éléments de discussion avec les communes et les populations concernées, car le pire, c'est de refuser les études. Je vous remercie de votre attention et de votre compréhension. Je voudrais juste dire quand même que les personnes qui seraient pas favorables à ce contournement, ou qui ne seraient pas favorables totalement aux positions qui sont présentées ce soir, ou qui auraient des questions, ou qui se poseraient des questions, ne sont pas nécessairement contre le développement du territoire, ni contre l'avenir du Trégor. Il n'y a pas deux choses comme ça qui s'opposent. Les pour sont pour le développement et les contre sont rétrogrades. Je suis désolée, je pense que cette précision est d'importance dans les débats. Jean-Marie Bourgoin, voilà, sur la question de la précipitation, il faut noter qu'il existe au sein de l'AGLO un bureau communautaire qui réunit les maires, tous les maires, et le bureau exécutif, c'est-à-dire tous les vice-présidents. Et je rappelle que le bureau communautaire est là pour préparer, déminer, comme dirait Monsieur le Président, le terrain pour le futur conseil communautaire. Alors je vais vous lire l'ordre du jour du conseil communautaire d'aujourd'hui qui nous a été présenté le 18 novembre, donc au bureau communautaire. Donc la proposition, c'était valider le choix de l'itinéraire numéro 3 pour l'amélioration de l'accessibilité de Lannion-Trégor communauté. D'accord ? Maintenant, je vais vous lire l'ordre du jour qu'on a amené depuis ce bureau communautaire, et la proposition devient valider le choix de l'itinéraire numéro 3, contournement sud de Lannion, contournement de Ploubert, contournement de Ploirette pour l'amélioration de l'accessibilité de Lannion-Trégor communauté, la complémentarité avec le pont aval sur le Légué et l'amélioration des conditions de sécurité sur l'ensemble de l'itinéraire. Vous voyez qu'on a un tout petit peu changé l'angle d'attaque du dispositif.
Je me demandais, on peut se demander pourquoi cette façon de faire qui, comment dirais-je, à laquelle on ne pouvait ne pas compter. Enfin, je veux dire, moi, honnêtement, j'étais même prêt à ne pas relire l'ordre du jour tellement j'avais confiance, quoi. Donc, mais j'ai un élément de réponse. Un élément de réponse, c'est Monsieur Paul Le Bihan l'a évoqué tout à l'heure. C'est ce qui vient de se dire cette semaine au niveau de la conférence qui prépare la conférence mondiale sur le climat de l'année prochaine à Paris. Et donc le gouvernement s'est prononcé, le président effectivement s'est prononcé pour que l'année 2015 soit déclarée grande cause nationale concernant la lutte contre les changements climatiques. Donc voilà. Et donc, dans les annonces du gouvernement, je lis, c'est un texte de l'AMF, hein, donc c'est pas, ça n'a rien de révolutionnaire, c'est l'Association des maires de France. Et dans le cadre de la première table ronde, l'accent a été mis sur l'accélération de la transition française vers une économie verte. Les collectivités locales participeront au mouvement à travers la mise en œuvre de plans climat, air, énergie territoriaux. Et, comment dirais-je, il est précisé qu'en matière de transport, peu d'annonces nouvelles, mais la confirmation de plusieurs décisions, 2 points. Les 2/3 des crédits des contrats des plans État-région seront consacrés à des projets ferroviaires, fluviaux ou maritimes. Et il me semble qu'effectivement, votre souci de réunir les investissements nécessaires vont légèrement être écornés si on attend la loi qui est en discussion sur la transition verte. Et il me semble que c'est peut-être un élément de l'objet de votre précipitation. Oui, je voudrais signaler quand même que le département des Côtes-d'Armor, si je ne m'abuse, est le 4e département en infrastructure routière de France. Donc il possède presque 20 000 kilomètres de voirie. Donc je crois qu'il y a déjà assez de travaux à faire pour maintenir cette voirie en état sans en faire d'autres. Ça, c'est très important. Je voudrais aussi signaler, au niveau mondial, la population continue de grandir. Et, comment dirais-je, les terres, ça continue par contre de diminuer. Comment va-t-on faire un jour pour nourrir les gens? Je me pose la question. J'ai bien entendu toutes les différentes interventions. Là, je parle en tant que vice-président de l'LTC en charge de l'économie, notamment. Je comprends les préoccupations de tout à chacun. Nous devons respecter le travail de chacun, les inquiétudes. Et je souscris en grande partie à ce qu'a dit Annie Brasdenis, tant sur la méthode que sur le fond. Nous sommes confrontés à quand j'entends qu'on parle de précipitation, c'est pas une précipitation, c'est que nous sommes confrontés à une accélération de l'évolution de l'économie mondiale et aussi une accélération de notre propre économie et notre économie locale. Et il est vital aujourd'hui de réfléchir à effectivement l'accessibilité par rapport aux différentes problématiques qui ont été évoquées sur les différentes liaisons ferroviaires ou autres. Je rappelle que dans le premier considérant de cette délibération, on évoque le SCOT du Trégor qui a été adopté le 30 novembre 2011. Ce SCOT a été travaillé avec des élus de toutes tendances et de l'ensemble des communes et d'un territoire qui est plus large d'ailleurs que celui d'LTC pendant 3 à 4 ans. Et en faisant participer des instances économiques, des entreprises, de la Chambre d'agriculture, et donc tout ce qui peut concerner l'économie, le social sur notre territoire. Et si vous l'avez lu, il a été lu par André Quent, il dit qu'il y a 4 enjeux majeurs pour conforter l'attractivité de notre territoire. Et notamment l'aménagement d'un contournement de Ploubert, d'un contournement de Plouaret et d'un contournement de Lannion par le sud. Donc ça a été évoqué à ce moment-là. Par ailleurs, il est évident que la réflexion que nous avons sur l'aéroport, alors il ne faut pas confondre la ligne aérienne et la plateforme aéroportuaire.
On peut s'inquiéter bien sûr sur l'avenir de la ligne aérienne, et ça, on sait qu'à terme, ça sera difficile de la maintenir et qu'il faudra trouver d'autres solutions. Par contre, il faut que se bagarre pour maintenir la plateforme aéroportuaire. La nuance est importante. Et il est fondamental aujourd'hui, il est vital, je dirais même, que l'accès vers la 12 par Bégara soit conforté. Il ne s'agit pas d'aller plus vite, il s'agit de maîtriser le temps de trajet. Aujourd'hui, d'un point de vue économique, c'est ce qu'attendent les acteurs économiques ou même au point de vue tourisme, c'est qu'on maîtrise le temps de trajet. Or, aujourd'hui, les différentes possibilités pour aller rejoindre la 12, on ne maîtrise pas le temps de trajet. Donc, nous devons organiser nos accès pour que ce temps de trajet soit maîtrisé. Donc, ce qu'on vous demande, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de réfléchir à des études, pour que ces études nous permettent de prendre des décisions pour que notre territoire conforte son attractivité, parce que nous sommes en compétition de territoire, et ça, il faut bien l'intégrer. Alors, c'est compliqué, mais nous devons mener ces études pour que notre structure économique soit confortée, que nous continuons à attirer des entreprises, que nos entreprises locales continuent à investir sur notre territoire, parce que c'est fondamental. Si nous perdons de l'emploi, c'est l'ensemble du territoire qui en souffrira, et tous les acteurs économiques et sociaux qui en souffriront. Donc oui, il faut mener ces études sur ce tracé pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour demain et pour l'avenir du territoire, où tout à chacun a le souci, bien sûr, de l'équilibre de vie sur nos territoires. Et ça, il faut bien l'entendre, et c'est ce que nous devons prendre comme décision ce soir. Je n'interviendrai pas là sur une question technique ce soir au niveau du tracé ou du choix du tracé, mais comme je suis chargé donc à Lannion-Trégor Communauté donc des problèmes financiers et du budget, je voudrais parler un peu argent. Je peux d'ores et déjà d'ailleurs, puisque des questions ont été posées, j'ai été très sensible à l'intervention de Annie Brasse-Denis, à celle de Gérard Quillin également, qui a évoqué le projet tout à l'heure. Bon, je peux affirmer que les chiffres qui ont été cités, ou tout du moins les dépenses qui sont prévues, sont compatibles avec les ressources de Lannion-Trégor Communauté. Et j'ai bien compris qu'on disait, si on met de l'argent dans un endroit, on le mettra un petit peu moins dans un autre. Bon, ça évidemment, c'est une évidence, mais ça fait partie du choix des élus. Ça, je comprends bien. Mais c'est compatible. Je voudrais revenir sur un point que j'ai déjà signalé, je crois, en petit comité au bureau communautaire. Certains élus ici, et comme il y a de la population autour de nous aujourd'hui, et c'est très très bien, on vient dans la démocratie participative. J'en ai eu une petite démonstration tout à l'heure. Et pour les communes concernées, et je pense par exemple à Ploubert, je ne suis pas en train de faire la promotion du contournement, mais je voudrais signaler quelque chose. Les communes par exemple de Ploubert et de Plouaret, si jamais un jour elles décidaient que ce projet ne se fasse pas, et qu'elles décidaient quand même pour des raisons de sécurité, j'ai entendu parler de morts, de gens qui sont renversés dans la rue, enfin de choses comme ça, avec notamment la circulation de transit, qu'il ne faut pas confondre avec la circulation interne, je crois qu'on s'est compris là-dessus. Eh bien, si ces communes désiraient faire un contournement, vous connaissez le principe, Gérard Quillin en a parlé tout à l'heure, c'est 30% à peu près pour le conseil général, s'il est d'accord, bien évidemment, et 70% à la charge de la commune. Si on a donc à la charge des contribuables de la commune, si on introduit ces travaux tels qu'ils sont actuellement en étude, c'est 70% des contournements, et ce sont des sommes importantes, je crois, pour une commune. J'ai vu plus d'1 million ou 2 millions pour Plouaret et 1 million en ce qui concerne Ploubert, si je ne me trompe pas, même beaucoup plus que ça. Ils seront donc à la charge de la commune et donc des contribuables. Ce n'est pas l'élément décisionnel, je le comprends bien, mais puisqu'on parle de démocratie participative, puisqu'on parle d'informer les gens, puisqu'on parle d'informer les contribuables, il faut qu'ils le sachent. C'est également une opportunité pour que l'ensemble de ces travaux qui sont des détournements de route, des détournements communaux, eh bien, seraient pris en charge par l'ensemble de la communauté et non pas par les communautés toutes seules. D'autres interventions ?
J'ai l'impression que beaucoup d'arguments d'ailleurs se recoupent, quelquefois sur des positions a priori pas proches les unes des autres, mais il y a beaucoup de choses. Moi je retiens, bon je ne vais pas revenir sur les différentes interventions, je crois que chacun est assez grand pour faire la part des choses dans ce que les uns et les autres ont pu dire. Je pense effectivement que notre délibération, pour bien quand même situer le débat de ce soir, il a pour but d'écarter, je l'ai dit dans mon intervention, d'écarter le premier scénario côtier et le scénario intermédiaire pour nous concentrer sur l'étude du scénario numéro 3. Cette étude, donc, elle a été commencée, elle est loin d'être complète, il faut la compléter. J'ai donné les éléments tout à l'heure. Je voudrais juste dire quand même que quand on parle de 5 éléments potentiellement applicables dans un contournement, c'est-à-dire le pont aval, les 2 morceaux du contournement, enfin ce qui est proprement la rocade, contournement de Lannion, d'accord, et puis ensuite le contournement de Ploubert et le contournement de Ploirette, ils ont été, c'est vrai, quelquefois additionnés d'une certaine façon, mais le but de notre étude et du travail qu'on doit faire, je l'ai dit, c'est de déterminer les priorités. Peut-être que c'est cette détermination de priorité, et là j'ai bien entendu donc la position de la majorité municipale de Lannion, nous conduira peut-être à ne pas retenir certains éléments. C'est-à-dire que donc les additions qu'on peut faire pour l'instant entre le coût de tel ou tel morceau du puzzle eh bien, seront remis en cause lorsqu'on aura mieux étudié l'impact de tel ou tel morceau sur les trafics intérieurs au bourg ou aux villes, et également les trafics autour des villes, puisque je crois que certains éléments de ces contournements vont complètement changer donc les habitudes des gens. Donc, l'objet de notre délibération, c'est de dire nous consacrons nos études, les études qui vont venir au scénario numéro 3. Ces études vont concerner donc les trafics et puis les éléments techniques, les éléments qui touchent au secteur urbanisé, au secteur agricole et à l'environnement naturel, tout simplement. Je crois qu'il faut donc qu'on aille plus loin sur ces études-là. Et puis, la façon de faire, je la retiens aussi, donc... elle a été souhaitée par beaucoup, Jean-Claude, mais aussi par d'autres. Je crois que quand on va avoir donc les éléments sur le fond, parce que je crois que il suffit pas de parler de tel ou tel morceau et des impacts détaillés à tel endroit, il s'agit de ne pas perdre de vue l'objectif général de ces infrastructures dont on pense qu'elles doivent améliorer l'accessibilité du Trégor, enjeu essentiel donc pour son développement économique, son maintien. Je rappelle quand même qu'il y a des signes graves aujourd'hui qui montrent que notre territoire est en déclin. Moi, sur le chiffre qui ont été donnés par exemple sur le centre hospitalier, j'ai noté la baisse des naissances. Plus que d'autres chiffres, si vous voulez. Et donc, même si notre population peut augmenter, eh bien, nous avons aujourd'hui une évolution démographique qui montre que les jeunes, aujourd'hui, ont du mal à trouver du travail ici. Il faut continuer à trouver tous les éléments qui vont conforter l'attractivité. Nous le faisons, je crois, et nous l'avons démontré pour les entreprises de Lannion. Maintenant, si nous ne sommes pas capables de leur garantir un moyen d'accéder à notre territoire, eh bien, nous perdrons des emplois. Et donc, nous perdrons la capacité donc d'avoir ici du travail pour les jeunes. L'accessibilité est un élément essentiel du développement de notre territoire. Alors, ce que je vous propose, compte tenu de ce qui a été dit, c'est de rajouter 2 éléments qui me paraissent importants. Puisqu'on voit qu'il y a une petite incompréhension sur l'objectif de la délibération. C'est de rajouter donc une phrase qui parlerait justement des études. Je vous propose de rajouter à la délibération « Prendre acte qu'il conviendra pour cela de compléter les études de ce scénario du scénario numéro 3, donc, en examinant les conséquences sur les trafics routiers de la réalisation des différentes composantes de l'itinéraire,
d'accord, ainsi que les solutions techniques et les impacts sur les terres agricoles, les secteurs urbanisés et l'environnement naturel. Donc là, c'est pour exprimer la demande qui a été faite par plusieurs, par beaucoup, hein, de compléter les études avant de décider précisément des choses. Deuxième point qui a été abordé ce soir et que je souhaite effectivement que l'on valide dans la délibération, hein, et je pense que ça ne fait que traduire ce qui a été exprimé par beaucoup d'entre vous, de prendre acte également qu'il sera nécessaire de définir une méthode et d'élaborer un calendrier de travail pour lancer une concertation auprès des acteurs socio-économiques et de manière plus large auprès de la population avant toute prise de décision. Vous voyez, donc j'assiste donc sur les conséquences en fait du choix de l'itinéraire 3, compléter les études et le faire en concertation donc pour la décision avec la population. Oui, oui, Madame Marek. Oui, j'entends bien, Monsieur le Président, mais à chaque fois vous avez dit prendre acte. Donc vous ne changez pas le valider, parce que moi j'aurais préféré à ce moment-là, le Conseil communautaire est invité à valider. Si on ne modifie rien, c'est à valider le choix de l'itinéraire numéro 3. Pourquoi n'ajoutez-vous pas, le Conseil communautaire est invité à valider la continuité des études sur le choix de l'itinéraire numéro 3 et ensuite prendre acte de ce que vous avez énoncé précédemment. Parce qu'on ne peut pas, si on valide le choix de l'itinéraire numéro 3, bah, ça y est, c'est fait. Hein. Non, pas du tout. C'est pas fait, comme je l'ai déjà dit. Les mots disent bien ce qu'ils veulent dire. Hein. Quand on valide quelque chose, vous prenez un dictionnaire, vous regardez la signification de valider. Non, mais ça veut dire, je l'ai dit, je le répète, parce que je crois que des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas entendre non plus. Je l'ai dit, le but, c'est de ne pas... On ne va pas poursuivre des études sur l'itinéraire numéro 2, ni sur l'itinéraire numéro 1. C'est ça le sens. Donc on poursuit évidemment les études sur l'itinéraire numéro 3, et avec les détails que j'ai donnés tout à l'heure. Mais à moins que... Alors, peut-être que ces études, et là je rejoins ce qui a pu être dit tout à l'heure, montreront qu'il n'y a pas besoin de faire d'itinéraire numéro 3. Les études, elles sont ouvertes, monsieur Soro. Donc, mais je crois qu'on ne peut pas passer son temps, parce que j'entends aussi quelquefois la demande. Il y a des gens qui disent les études coûtent trop cher, et d'autres qui disent on n'a pas encore fait assez d'études. Ce sont les mêmes. Donc moi, ce que je vous dis, c'est de concentrer les études sur l'itinéraire numéro 3 et seulement celui-là, pour nous permettre de décider en parfaite connaissance de cause. Donc je maintiens ma proposition de dire sur l'itinéraire numéro 3, nous allons poursuivre les études, et quand nous aurons les éléments de cette étude, nous en débattrons avec toute la population. On va voter quelque chose. Donc est-ce que, plutôt que de rajouter des phrases à des phrases, sur lesquelles on ne sera pas d'accord d'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous relire tranquillement l'ensemble de la délibération que vous nous soumetteriez? Parce que là, moi, c'est un paragraphe entier et c'est un respect de ce qu'on va voter. Sinon, on pourrait être conduit à vous dire qu'on ne sait pas ce pourquoi on a voté. Je vais le faire, ne serait-ce que pour essayer de vous faire changer d'avis. Bien, alors je ne vais quand même pas relire, vous l'admettez, ce que vous avez devant vous, hein, le contenu de la délibération. Je rajoute simplement à la fin, je propose de rajouter simplement à la fin, vous voyez hein, la page, qu'est-ce qu'elle est, la page 4 des documents que vous avez. Le Conseil communautaire est invité à valider le choix de l'itinéraire numéro 3, prendre acte qu'il conviendra lors de au premier semestre de déterminer les priorités, et je rajoute, prendre acte qu'il conviendra pour cela, d'accord, de compléter les études de ce scénario en examinant les conséquences sur les trafics routiers de la réalisation des différentes composantes de l'itinéraire, ainsi que les solutions techniques et les impacts sur les terres agricoles, les secteurs urbanisés et l'environnement. Comment ? Oui, alors je veux bien, et le commerce. Et dernier point donc, que je propose également, par rapport donc, au débat démocratique, prendre acte qu'il sera nécessaire de définir une méthode et d'élaborer un calendrier de travail pour lancer une concertation auprès des acteurs socio-économiques et de manière plus large auprès de la population avant toute prise de décision. La chose qui n'est pas claire, c'est est-ce que le valider reste tel quel ou est-ce que vous l'enlevez?
Le valider tel qu'il est. Le valider reste et tel quel. voilà. Merci, j'ai réponse à mes questions. Bien. Est-ce qu'on peut passer au vote maintenant? Oui. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui s'abstient? 2 abstentions, 3 abstentions, ici. Qui est pour? Avec les procurations, on sait tous les autres. Bien, merci, cette délibération est adoptée. Merci à vous.